KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. En se rendant au triclinium, au moment d'entrer dans le corridor affecté aux domestiques, il aperçut soudain la svelte silhouette d'Eunice qui se tenait au pied du mur parmi d'autres esclaves, et, ayant oublié s'il avait donné à Thérésias un ordre autre que celui de la fouetter, il fronça de nouveau les sourcils et se mit à le chercher des yeux. Ne le voyant point parmi les domestiques, il s'adressa à Eunice. « As-tu été fouettée ?» Elle se jeta pour la deuxième fois à ses pieds, porta à ses lèvres le bord de sa toge, puis répondit « Oh oui, Seigneur, je l'ai été. Oh oui, Seigneur. » Sa voix semblait frémir de joie et de reconnaissance. Il était visible qu'elle pensait que les verges devaient lui éviter d'être éloignée de la maison et qu'elle pourrait désormais y rester. Pétrone, qui l'avait compris, s'étonna de cette résistance passionnée de l'esclave, mais il était connaisseur trop perspicace de la nature humaine pour ne pas deviner que seul l'amour était sans doute la cause d'une telle obstination. « Aurais-tu un amant dans cette maison ?» demanda-t-il. Elle leva sur lui ses yeux bleus en larmes et lui répondit si bas qu'on l'entendit à peine. « Oui, Seigneur. » Avec ses yeux, cette chevelure dorée rejetée en arrière, avec cette crainte et cet espoir se lisant sur son visage, elle était si belle. Son regard porté sur lui était si suppliant que Pétrone, qui, en tant que philosophe, proclamait la puissance de l'amour et en tant qu'esthète, vénérait la beauté quelle qu'elle fût, éprouva pour elle une sorte de compassion. « Lequel est ton amant ?» demanda-t-il en désignant de la tête les domestiques. Il ne reçut pas de réponse. Eunice se contenta seulement de pencher son visage jusqu'à ses pieds et demeura immobile. Pétrone jeta un coup d'œil sur les esclaves, parmi lesquels il se trouvait de beaux et athlétiques jeunes gens, mais ne put rien déchiffrer sur aucun visage. En revanche, tous avaient un sourire énigmatique. Il regarda donc un moment encore Eunice, prosternée à ses pieds, et s'éloigna en silence en direction du triclinium. Après le repas, il se fit porter au palais, puis chez Chrysothémis, chez laquelle il resta jusqu'à fort tard dans la nuit. De retour chez lui, il fit venir Thérésias. « Eunice a-t-elle été fouettée ?» demanda-t-il. « Oui, Seigneur. Mais tu n'as pas permis de lui labourer la peau. »« T'ai-je donné un autre ordre, à part celui-ci, en ce qui la concerne ?»« Non, Seigneur. »« C'est bien. Lequel des esclaves est son amant ? » ?»« Personne, Seigneur. »« Que sais-tu sur elle ?» Thérésias se mit à parler d'une voix mal assurée. Eunice ne quitte jamais la nuit le cubiculum, où elle dort avec la Vienne Acrisione et Iphis. Elle ne s'attarde jamais au terme après ton bain, Seigneur. Les autres esclaves se moquent d'elle et l'appellent Diane. « Assez, l'interrompit Pétrone. Mon neveu Vinicius, auquel j'ai offert ce matin Eunice, ne l'a pas acceptée. Elle restera donc ici. Tu peux t'en aller. Puis-je encore parler d'Eunice, Seigneur ? Je t'ai ordonné de dire tout ce que tu savais. Toute la familia, Seigneur, parle de la fuite de la jeune fille qui devait habiter chez le noble Vinicius. Lorsque tu es parti, Eunice est venue me voir et m'a dit qu'elle connaissait un homme qui saurait la retrouver. « Ah !» dit Pétrone. « Et quel est donc cet homme ?»« Je ne le connais pas, Seigneur, mais j'ai pensé que je devais t'en informer. »« Bien. Que cet homme attende demain chez moi l'arrivée du tribun, que tu prieras de ma part de venir me voir dans la matinée. » La Triensis s'inclina et sortit. Pétrone se mit, malgré lui, à penser à Eunice.
Il lui parut tout d'abord évident que la jeune esclave désirait que Vinicius retrouvât Ligie, rien que parce qu'elle ne serait pas obligée de la remplacer chez lui. Il lui vint ensuite à l'esprit que l'homme en question pouvait bien être son amant, et cette pensée lui parut soudain pénible. Il y avait, à vrai dire, un moyen très simple d'apprendre la vérité. Il suffisait en effet de faire venir Eunice, mais l'heure était tardive, et Pétrone, se sentant exténué après sa longue visite chez Chrysothémis, avait hâte de se coucher. En se rendant au cubiculum, il se rappela soudain, sans savoir pourquoi, qu'il avait remarqué aujourd'hui chez Chrysothémis des pattes d'oie. Il se dit aussi que sa beauté, tant vantée dans Rome tout entière, était plus factice que réelle, et que Fonteius Capiton, qui lui avait offert 3 éphèbes de Clazomène pour Eunice, voulait l'acheter à bien vil prix. Le lendemain, Pétrone finissait tout juste de s'habiller dans l'Unctuarium quand survint Vinicius, appelé par Thérésias. Le jeune homme savait déjà qu'aucune nouvelle n'était parvenue des portes, et au lieu de s'en réjouir comme d'une preuve que Ligie se trouvait dans la ville, il s'en affligea encore plus, car il lui vint à l'esprit qu'Ursus avait pu la sortir de la ville aussitôt après son enlèvement, et par conséquent, avant même que les esclaves de Pétrone n'eussent commencé à surveiller les portes. À vrai dire, en automne, lorsque les jours devenaient plus courts, on les fermait assez tôt, mais on les ouvrait aussi pour ceux qui sortaient et dont le nombre était assez considérable. On pouvait franchir les murs par d'autres moyens aussi que, par exemple, les esclaves qui voulaient s'évader de la ville connaissaient bien. Vinicius avait, il est vrai, lui aussi, dépêché ses gens sur toutes les routes menant en province, au poste des vigiles des petites villes, pour avertir de la fuite du couple d'esclaves, donner le signalement exact d'Ursus et de Ligie et annoncer une récompense pour leur capture. Il était cependant peu vraisemblable qu'une telle poursuite les atteignît, et même si elle les atteignait, les autorités locales se sentiraient-elles en droit de les arrêter sur l'ordre privé de Vinicius, non confirmé par le prêteur ? Or, on n'avait pas eu le temps d'obtenir une telle confirmation. De son côté, toute la soirée de la veille, Vinicius avait, déguisé en esclave, cherché Ligie dans tous les coins de la ville et n'était pas parvenu à en retrouver la moindre trace ni le moindre indice. Il avait, certes, rencontré des gens d'Aulus, mais ceux-ci paraissaient aussi chercher quelque chose, et cela le confirma dans la conviction que les Aulus ne l'avaient pas enlevée, et qu'ils ne savaient pas, eux non plus, ce qu'elle était devenue. Lorsque Thérésias lui déclara qu'il connaissait quelqu'un qui se chargerait de la retrouver, Vinicius se précipita donc à perdre haleine chez Pétrone, et l'ayant à peine salué, il se mit à l'interroger sur l'homme en question. « Nous allons le voir tout de suite, dit Pétrone. C'est une connaissance d'Eunice, qui doit dans un instant venir agencer les plis de ma toge et qui nous fournira plus de précisions. Celle que tu voulais m'offrir hier ? Celle que tu as refusée hier. Ce dont je te suis d'ailleurs reconnaissant, car c'est la meilleure vestiplica de toute la ville. » La vestiplica entra en effet avant même qu'il eût fini de parler, et, prenant la toge posée sur une chaise à revêtement d'ivoire, elle la déploya pour la poser sur les épaules de Pétrone. Son visage était clair, serein, ses yeux brillaient de joie. Pétrone la regarda et la trouva très belle. Au bout d'un moment, alors que l'ayant enveloppée de la toge, elle se mit à la ranger, se baissant de temps en temps pour allonger un pli, il remarqua que ses bras avaient une merveilleuse carnation de rose pâle, sa poitrine et ses épaules, l'éclat transparent de la nacre ou de l'albâtre. « Eunice, lui dit-il, l'homme qu'a évoqué hier Thérésias est-il là ? » ?»« Oui, Seigneur. »« Comment s'appelle-t-il ? » ?»« Chilon Chilonides, Seigneur. »« Qui est-ce ? » ?»« C'est un médecin, un sage et un devin, qui sait lire dans la destinée des hommes et prédire l'avenir. T'a-t-il prédit ton avenir, à toi aussi ?
Eunice rougit jusqu'aux oreilles et au cou. Oui, Seigneur. Et que t'a-t-il prédit? Que je trouverai la douleur et le bonheur. La douleur, tu l'as éprouvée hier de la main de Thérésias. Le bonheur devrait donc encore venir. Il est déjà venu, Seigneur. Quel bonheur! Elle murmura doucement. Je suis restée. Pétrone posa sa main sur sa tête blonde. Tu as aujourd'hui très bien disposé les plis, et je suis content de toi, Eunice. Au toucher de cette main, les yeux de la jeune esclave s'embuèrent aussitôt de larmes de bonheur, et sa poitrine se souleva. Pétrone et Vinicius passèrent dans l'atrium, où les attendait Chilon Chilonides, qui, les apercevant, s'inclina très bas. À la pensée qu'il avait la veille supposé que cet homme était peut-être l'amant d'Eunice, Pétrone eut un sourire fugitif. L'homme qui se tenait devant lui ne pouvait être l'amant de personne. Il y avait dans cette figure étonnante quelque chose de sordide et de ridicule. Il n'était pas vieux. Dans sa barbe malpropre et sa tignasse frisée, on remarquait à peine çà et là quelques cheveux gris. Il avait un ventre cave, un dos tellement voûté qu'il paraissait au premier abord bossu. Au-dessus de cette bosse se dressait une grosse tête, au visage tenant tout à la fois du singe et du renard, au regard perçant. Son teint jaunâtre était tacheté de boutons, le nez entièrement bourgeonnant trahissait un penchant excessif pour la boisson. Son habillement négligé, composé d'une tunique sombre en drap de poil de chèvre et d'un manteau troué, fait de la même étoffe, attestait une misère vraie ou feinte. À sa vue, Pétrone pensa au Thersites d'Homère. Aussi, répondant à son salut d'un signe de la main, lui dit-il « Je te salue, divin Thersites. Comment se portent les bosses que tu as écopées d'Ulysse sous les murs de Troie, et que devient-il lui-même aux Champs-Élysées ?» Noble seigneur, répondit Chilon Chilonides, le plus sage d'entre les morts, Ulysse, envoie par moi ses salutations au plus sage d'entre les vivants, Pétrone, et le prie de bien vouloir couvrir mes bosses d'un manteau neuf. Parecat triformis, s'exclamait Pétrone. La réponse vaut bien un manteau. La conversation fut cependant interrompue par l'impatient Vinicius, qui demanda carrément « Sais-tu exactement dans quoi tu t'engages ?» Lorsque deux familiae dans deux illustres maisons ne parlent pas d'autre chose, et que la nouvelle est reprise par la moitié de Rome, il n'est pas difficile de le savoir, riposta Chilon. La nuit dernière, on a enlevé une vierge, élevée dans la maison d'Aulus Plotius, du nom de Lygie, ou plus exactement Calina, que tes esclaves, Seigneur, transportaient du palais de César à ton insula. Quant à moi, je me charge de la retrouver dans la ville, ou bien, si, ce qui est peu probable, elle a quitté la ville, de t'indiquer, noble tribun, où elle s'est enfuie et où elle se cache. Bien, dit Vinicius, auquel avait plu la concision de la réponse. De quels moyens disposes-tu ? Chilon eut un sourire rusé. Les moyens, c'est toi qui les possèdes, Seigneur. Moi, je n'ai que l'intelligence. Pétrone sourit lui aussi, car il était tout à fait satisfait de son hôte. Cet homme est capable de retrouver la jeune fille, se dit-il. Vinicius, quant à lui, fronça ses épais sourcils et lui lança un avertissement. Misérable, si tu me bernes pour en tirer profit, je te ferai tuer à coups de bâton. Je suis philosophe, Seigneur. Or, un philosophe ne saurait être âpre au gain, surtout à un gain comme celui que tu me promets avec magnanimité. Ah, tu es philosophe, dis-tu ? Demanda Pétrone. Eunice m'a dit que tu étais médecin et devin. D'où connais-tu Eunice ? Elle est venue me demander un remède, car ma célébrité était parvenue à ses oreilles. Quel remède voulait-elle donc ? Un remède à l'amour, Seigneur. Elle voulait guérir d'un amour non partagé. Et l'en as-tu guéri ? J'ai fait mieux, Seigneur, car je lui ai donné une amulette qui assure la réciprocité. À Paphos, dans l'île de Chypre, il est un temple où l'on garde un bandeau de Vénus,
Je lui ai donné 2 fils de ce bandeau, enfermés dans une écorce d'amande. Et tu t'es fait payer un bon prix ? On ne saurait jamais payer assez pour un amour partagé. Quant à moi, comme il me manque 2 doigts à la main droite, j'économise pour pouvoir me payer un esclave scribe qui noterait mes pensées et conserverait mes enseignements pour le plus grand bien du monde. De quelle école fais-tu partie, divin sage ? Je suis cynique, Seigneur, parce que j'ai un manteau troué. Je suis un stoïcien, parce que je supporte patiemment la misère. Et je suis un péripatéticien, car, ne possédant pas de litière, je vais à pied d'un marchand de vin à un autre marchand de vin, et chemin faisant, je dispense mon enseignement à ceux qui promettent de me payer un pot. Et devant un pot, tu deviens rhéteur ? Héraclite a dit « Tout coule. Or peux-tu nier, Seigneur, que le vin est un liquide ?» Héraclite a proclamé aussi que le feu était une divinité, et cette divinité flamboie sur ton nez. Tandis que le divin Diogène d'Apollonie proclamait que l'air était l'essence même des choses, et plus l'air était chaud, et plus ces créatures étaient parfaites. Le plus chaud créait les âmes des sages, car avec l'automne vient le froid. Ergo, un véritable sage se doit de réchauffer son âme avec du vin. Tu ne peux nier non plus, Seigneur, qu'un pot, ne fût-ce que de petits vins clairés de Capoue ou de Télésie, répand la chaleur dans tous les os de l'éphémère corps humain. Chilon, Chilonides, où est ta patrie ? Sur le pont Euxin. Je suis originaire de Mésambrie. Tu es grand, Chilon, et méconnu, ajouta le sage avec mélancolie. Vinicius s'impatientait de nouveau. Une lueur d'espoir ayant jailli, il eût voulu que Chilon se mit aussitôt en route, et toute cette conversation lui sembla n'être que pure perte de temps, et il en voulut à Pétrone. « Quand commenceras-tu tes recherches ?» demanda-t-il au grec. « Je les ai déjà commencées, » répliqua Chilon. « Et lorsque je suis ici, lorsque je réponds à tes aimables questions, je cherche aussi. Fais-moi seulement confiance, noble tribun, et sache que si tu perdais un lacet de ta chaussure, je saurais retrouver le lacet ou celui qui l'aurait ramassé dans la rue. » « A-t-on déjà fait appel à toi pour des services semblables ?» demanda Pétrone. Le grec leva les yeux au ciel. La vertu et la sagesse sont, de nos jours, si peu cotées que même le philosophe se voit contraint de chercher d'autres moyens de subsistance. Quels sont les tiens ? Tout savoir, et fournir des nouvelles à ceux qui désirent en obtenir, et qui te paient pour cela. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'acheter un scribe, autrement ma sagesse mourra avec moi. Tes mérites ne doivent pas être brillants si jusqu'ici tu n'as même pas amassé assez d'argent pour t'acheter un manteau neuf. Ma modestie m'empêche de les faire valoir. Mais aussi, reconnais-le, Seigneur, il n'y a pas aujourd'hui autant de bienfaiteurs qu'il y en avait jadis. Des bienfaiteurs qui avaient autant de plaisir à couvrir d'or le mérite que d'avaler une huître de Putéola. Non, ce ne sont pas mes mérites qui sont infimes, mais c'est la gratitude des hommes. Parfois, quand s'évade un esclave précieux, qui le retrouvera, sinon le fils unique de mon père ? Lorsque sur les murs paraissent des inscriptions contre la divine Popée, qui en indiquera les auteurs ? Qui dénichera chez les libraires quelques vers hostiles à César ? Qui rapportera ce qui se dit dans les maisons des sénateurs et des chevaliers ? Qui porte les lettres que l'on ne veut pas confier aux esclaves ? Qui est aux écoutes aux portes des barbiers ? À qui se confient les taverniers et les apprentis boulangers ? À qui se fient les esclaves ? Qui sait pénétrer de part en part chaque maison, depuis l'atrium jusqu'au jardin ? Qui connaît tous les rues, cul-de-sac, cachettes ? Qui sait ce qui se dit dans les thermes, au cirque, sur les marchés, dans les écoles de l'anistes, dans les baraques des marchands d'esclaves, et même dans les arénariats ? Par tous les dieux, c'est assez, noble sage, s'exclama Pétrone, car nous allons nous noyer dans tes mérites, ta vertu, ta sagesse et ton éloquence. Assez. Nous voulions savoir qui tu étais, et nous le savons. Vinicius, pour sa part, était satisfait. Il se disait en effet que cet homme, tel un chien courant,
une fois sur la piste, ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert la cachette. « Bien, dit-il. As-tu besoin d'indications ? J'ai besoin d'une arme. » « De quelle arme ? Demanda Vinicius, étonné. Le Grec tendit une main, et de l'autre fit un geste comme s'il comptait de l'argent. « Telle est notre époque, dit-il en poussant un soupir. Tu seras donc l'âne qui conquiert la forteresse à l'aide de sacs d'or, observa Pétrone. Je ne suis qu'un pauvre philosophe, Seigneur, riposta Chilon avec humilité. L'or, c'est vous qui l'avez. Vinicius lui jeta une bourse que le Grec saisit au vol, bien qu'il lui manquât réellement 2 doigts à la main droite. Puis il releva la tête et dit « Seigneur, j'en sais plus que tu ne penses. Je ne suis pas venu ici les mains vides. Je sais que la jeune fille n'a pas été enlevée par les Aulus, car j'ai déjà parlé avec leurs serviteurs. Je sais qu'elle n'est pas au Palatin, où tous sont absorbés par la maladie de la petite Augusta. Et je crois même me douter pourquoi vous préférez chercher la jeune fille en faisant appel à moi, et non aux vigiles et aux soldats de César. Je sais que c'est un serviteur originaire du même pays qu'elle qui a facilité sa fuite, et qu'elle n'a pu trouver de l'aide parmi les esclaves, car ceux-ci se soutiennent entre eux et ne l'aideraient pas contre les tiens. Seuls ses coreligionnaires ont pu l'aider. « Écoute, Vinicius, interrompit Pétrone. Ne t'ai-je pas dit la même chose, mot pour mot ? C'est un honneur pour moi, continua Chilon. La jeune fille, Seigneur, dit-il en s'adressant de nouveau à Vinicius, vénère à n'en pas douter la même divinité que la plus vertueuse des Romaines, la véritable Matronia Stolata qu'est Pomponia. J'ai entendu dire aussi que Pomponia a été jugée chez elle pour avoir vénéré une divinité étrangère, mais je n'ai pu savoir quel était ce dieu et comment on appelait ses adeptes. Si je pouvais l'apprendre, je me rendrais parmi eux. Je deviendrais le plus pieux d'entre eux et gagnerais ainsi leur confiance. Mais toi, Seigneur, qui, comme je l'ai appris aussi, a passé une 15aine de jours dans la maison du noble Aulus, peux-tu me donner quelque information à ce sujet ? Je ne le puis, répondit Vinicius. Vous m'avez, noble Seigneur, interrogé longuement sur diverses choses. Permettez-moi de vous poser à mon tour quelques questions. N'as-tu pas vu, noble tribun, quelques statues, des offrandes, des insignes, des amulettes sur Pomponia ou sur ta divine Légie ? Ne les as-tu pas vus dessiner quelques signes compréhensibles pour elle seule ? Des signes ? Attends un peu. Si. J'ai vu une fois Légie dessiner un poisson sur le sable. Un poisson ? Ah ! Oh ! L'a-t-elle fait une seule ? Ou plusieurs fois ? Une seule fois. Et tu es sûr, Seigneur, qu'elle a dessiné un poisson ? C'est bien ça, répondit Vinicius avec vivacité, car la question piquait sa curiosité. En devines-tu la signification ? Si je le devine, s'exclama Chilon. Et, s'inclinant en signe d'adieu, il ajouta : Que la fortune répande sur vous ses dons, illustre Seigneur. Demande qu'on te donne un manteau, lui lança Pétrone avant qu'il ne s'éloigne. Ulysse te remercie pour Thersites, répondit le Grec. S'inclinant une seconde fois, il sortit. Que dis-tu de ce noble sage ? Demanda Pétrone à Vinicius. Je crois qu'il retrouvera Légie, s'écria Vinicius, radieux. Mais je te dirai aussi que, s'il existait un pays de fripons, il pourrait en être le roi. Sans aucun doute. Il faut que je fasse plus ample connaissance avec ce stoïcien, mais en attendant, je vais faire parfumer l'Atrium après son passage. Quant à Chilon Chilonides, s'étant enveloppé de son nouveau manteau, il faisait, sous ses plis, sauter dans sa main la bourse que lui avait jetée Vinicius, et se délectait aussi bien de son poids que de son tintement. S'en allant sans presser le pas, et se retournant pour voir si on ne le regardait pas de la maison de Pétrone, il dépassa le portique de Livie et, ayant atteint l'angle de Clivus Virbius, il prit la direction de Subur. « Il faut que j'aille chez Sporus, disait-il, pour arroser la fortune d'un peu de vin. J'ai enfin trouvé ce que j'ai cherché depuis si longtemps. Il est jeune, fougueux, généreux comme les mines de Chypre,
Et pour cette linotte lygienne, il est capable de donner la moitié de ses biens. Oui, c'est bien l'homme que je cherchais depuis longtemps. Il faut néanmoins être prudent avec lui, car ses froncements de sourcils n'augurent rien de bon. Hélas, les louveteaux règnent aujourd'hui sur le monde. J'aurais moins peur de ce Pétrone. Ô Dieu, le métier d'entremetteur serait-il aujourd'hui plus lucratif que la vertu ? Diantre, elle t'a dessiné un poisson sur le sable ? Si je sais ce que cela veut dire, que je m'étrangle avec un morceau de fromage de chèvre, mais je le saurai. Et comme les poissons vivent dans l'eau et que la recherche dans l'eau est plus difficile que sur le continent, ergo, il me paiera ce poisson séparément. Encore une bourse comme celle-ci, et je pourrais abandonner ma besace de mendiant et m'acheter un esclave. Mais que dirais-tu, Quilon, si je te conseillais d'acheter non pas un esclave, mais une esclave ? Je te connais bien, je sais que tu accepteras. Si elle était belle comme, disons, Eunice, tu rajeunirais toi-même auprès d'elle, et en même temps, elle te procurerait un revenu honnête et sûr. J'ai vendu à cette pauvre Eunice 2 fils de mon propre vieux manteau. Elle est sotte, mais si Pétrone me l'a donnée, je la prendrai. Si, Quilon, fils de Quilon, tu as perdu et ton père et ta mère. Tu es orphelin. Offre-toi donc au moins en consolation une esclave. Elle doit, il est vrai, loger quelque part. Alors Vinicius lui louera un logis, dans lequel tu trouveras accueil toi aussi. Elle doit se vêtir. Vinicius paiera donc ses vêtements. Il lui faut manger. Eh bien Vinicius la nourrira. Ah, que la vie est dure. Ce n'est plus le bon vieux temps où, pour une obole, on pouvait obtenir autant de fèves au lard qu'en pouvaient contenir les 2 mains, ou un morceau long comme le bras d'un garçon de 12 ans, de boyaux de chèvre remplis de sang. Mais voici ce voleur de Sporus. C'est encore dans une taverne qu'il est le plus facile d'apprendre quelque chose. Tout en se disant cela, il entra dans la taverne et commanda une cruche de vin foncé. Puis, voyant le regard méfiant du tavernier, il tira une pièce d'or de sa bourse et, la posant sur la table, il annonça : « Sporus, j'ai travaillé aujourd'hui avec Sénèque, depuis l'aube jusqu'à midi, et voici ce que mon ami m'a donné quand je prenais congé de lui. » Les yeux ronds de Sporus s'arrondirent encore plus à cette vue, et le vin se trouva aussitôt devant Quilon. Celui-ci, ayant trempé un doigt, entraça un poisson sur la table et demanda : « Sais-tu ce que cela signifie ? » « Un poisson ? Eh bien, un poisson est un poisson. Et toi, tu es stupide, bien que tu ajoutes à ton vin tant d'eau qu'un poisson pourrait bien s'y trouver. C'est un symbole qui, dans les langages des philosophes, veut dire « sourire de la fortune ». Si tu l'avais deviné, tu aurais peut-être toi aussi fait fortune. Respecte la philosophie, je te le dis. Sinon je changerai de taverne, ce à quoi me pousse depuis longtemps mon ami personnel, Pétrone. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.